Donc, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, je vais débuter. Concernant la divulgation au niveau des conflits d'intérêts potentiels, donc, je n'ai pas de conflit d'intérêts en lien avec cette conférence. Donc, l'objectif de la conférence, c'est d'acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires au développement de vos politiques et procédures qui seront vos pratiques en retraitement des dispositifs médicaux. Donc, voici les objectifs du document. Donc, il a permis de rassembler l'information en lien avec le RDM, nous fournir les processus, supporter les gestionnaires en RDM et aussi d'améliorer la qualité du RDM. Donc, l'historique de départ, au départ, on a fait une rédaction, on prévoyait faire 2 documents. Donc, après analyse de la situation, compte tenu de la ligne à la fois qui était très mince entre les lignes directrices et les protocoles, compte tenu aussi du risque accru de difficulté que pouvait représenter le gestionnaire de consulter 2 documents, on a décidé de se concentrer toute l'information dans un même document. Donc, l'adaptation du titre qui devient guide de pratique en retraitement des dispositifs critiques. Lorsqu'on parle de ce qui est recommandé par l'INSTQ ou selon les conclusions de l'INSTQ, on parle des lignes directrices et modes opératoires, donc des termes rencontrés dans les normes CSA. Cependant, quand nous parlons de ce qui doit se faire dans les établissements de santé, ce seront les termes politiques et procédures qui seront utilisés. Donc, il y a aussi le terme PON, donc les pratiques d'opération normalisées. On n'est pas rencontré dans le document car il est moins utilisé dans les établissements de santé. Donc, l'agrément reconnaît que ce terme est synonyme de politique et procédure. Donc, la composition du document se décrit comme suit. Donc, la table des matières, la liste des tableaux, la liste des acronymes, les chapitres de 1 à 20, les références et les annexes. Donc, passons tout de suite au cœur du document, qui est la liste des chapitres. Donc, les 20 chapitres peuvent être divisés selon 4 thématiques, soit les assises du RDM, soit les exigences humaines, environnementales et matérielles en lien avec le retraitement des dispositifs médicaux, le processus de retraitement et, pour terminer, le contrôle et l'assurance de la qualité. Voyons d'abord les assises du document, c'est-à-dire sur quoi on s'appuie le RDM. Donc, c'est sur les buts et portées du document. Il ne faut pas oublier que ce document s'adresse aussi à toutes les personnes œuvrant dans les établissements de santé, que ce soit au niveau public-privé, et ayant une responsabilité qui est directe ou indirecte face à l'assurance de la qualité en RDM. Donc, d'abord, les responsabilités locales. Donc, à noter qu'ils ne sont pas listées par ordre d'importance. Donc, on retrouve la direction générale, vous avez la DRH, la DSP ou la DSP, tout dépendant où l'URDM est sous la direction. Donc, on retrouve aussi la DSP. On retrouve la direction à laquelle est attaché le service des achats, le service génie biomédical. Donc, selon la nature de l'établissement, il est possible que l'ensemble des responsabilités du répondant local qualifié en RDM et le professionnel responsable de l'URDM soient assumés par la même personne. Donc, voici, je vous énumère quelques principaux rôles du répondant local. Donc, on doit s'attendre qu'il siège sur des comités. Donc, le comité de gestion des risques, le comité au niveau de l'évaluation des produits, le comité en PCI. Et aussi doit s'assurer la réalisation et le suivi sur RDM, donc à la suite d'une déclaration d'incident ou d'accident qui est reliée au retraitement, d'effectuer annuellement un audit des services en RDM, de développer et de proposer des plans d'action à la suite des écarts, donc qu'est-ce qui est par rapport aux bonnes pratiques constatées lors des audits ou d'un incident-accident, de participer à la coordination et à la préparation des visites d'agrément.
Donc, je vous énumère aussi les principaux rôles du professionnel responsable de l'URDM. Donc, on s'attend qu'il doit s'assurer que tout le RDM qui lui est confié, de même que tout le RDM qui est effectué dans les différents sites satellites, soit conforme aux instructions du fabricant, aux normes reconnues et de même qu'aux politiques et procédures locales. Donc, cette personne-là doit s'assurer que de l'élaboration, de la validation et la diffusion des politiques et procédures locales requises en matière de RDM. Doit s'assurer aussi que le personnel et les équipements sont en nombre suffisant pour accomplir les activités en RDM. S'assurer que le personnel qui est en place a reçu la formation adéquate et qu'il est évalué au moins une fois par année. Mettre en place un programme d'assurance qualité, puis d'élaborer des mesures de relève. Donc, on retrouve aussi le service utilisateur, la gestion des risques et de la qualité, l'équipe de la PCI et le service de santé et sécurité au travail. Donc, il est important de collaborer avec ces services-là afin d'assurer l'application des pratiques exemplaires et le travail collégial des différentes expertises locales. Donc, on retrouve également les responsabilités au niveau régional, donc pour l'agence, les responsabilités aussi au niveau provincial de l'Institut du ministère. On retrouve aussi les instances fédérales, Santé Canada, Groupe CSA. Donc, on retrouve aussi les responsabilités du fabricant en regard du règlement canadien sur les instruments médicaux de classe 1 à 4. Puis finalement, le rôle et le support joué par certaines instances américaines, par exemple la FDA, européenne, par exemple l'ACNOR, qui est l'Association française de normalisation, et ainsi au niveau des instances internationales, par exemple ISO. Le chapitre 4 est composé de 46 définitions qui décryptent pour une compréhension optimale du texte, donc au niveau avec toutes les références qui sont associées. L'utilisation et le retraitement des DM sont régis par une panoplie de références qui sont juridiques et normatives, dont les lois et règlements provinciaux et fédéraux. Donc, lorsqu'on parle de lois et règlements provinciaux, on parle de la loi au niveau des services de santé et services sociaux, le projet de loi 113, la loi qui encadre au niveau de la santé et sécurité au travail, et aussi l'article de la loi de la santé et services sociaux qui demande que l'établissement soit accrédité. Donc, concernant au niveau des lois et règlements fédéraux, bon, on retrouve toute la panoplie au niveau des dispositifs médicaux, donc tout le règlement au niveau des instruments médicaux. Concernant l'encadrement normatif du RDM, donc en général, il n'y a pas d'obligation à suivre une norme. Toutefois, dans le cas du RDM, les normes nationales représentent le consensus au niveau du pays, puis elles ont le statut de meilleure pratique opérationnelle. Donc, ne pas les respecter entraîne souvent le fardeau de preuve lorsqu'il y a un accident. Pour les normes du groupe CSA, elles constituent une meilleure référence de meilleures pratiques canadiennes dans le domaine du RDM. Pour Santé Canada, la direction des produits thérapeutiques a établi une liste de normes applicables aux instruments médicaux. Pour Agrément Canada, depuis 2009, applique un nouveau programme d'agrément. Donc, le programme Clumentum fait référence à la norme sur le retraitement et la stérilisation des appareils médicaux réutilisables. Il y a autres références aussi sur les pratiques reconnues dans le domaine. On retrouve les lignes directrices et les guides de bonne pratique. Le chapitre 6 décrit les principes généraux en lien avec le retraitement. Donc, il faut comprendre que le RDM n'est pas une activité unique, mais bien un processus qui comprend une série d'étapes aussi importantes les unes que les autres. Donc, ces étapes suivent un principe de marche unidirectionnelle qui se déploie du souillé vers le propre
et vers le stérile. Peu importe la nature des DM, qu'ils soient contaminés, neufs, en provenance de réparation ou empruntés, ils doivent toujours faire l'objet d'un retraitement complet avant l'utilisation. La classification de Spalding répartit les DM en 3 catégories, dont le DM critique, le DM semi-critique et le DM non critique. La classification de Santé Canada intègre d'autres paramètres de la catégorisation traditionnelle de Spalding. Donc, Santé Canada se base sur la classification du règlement sur les instruments médicaux. Donc, les DM sont placés dans l'une des classes de 1 à 4 selon la présentation que fait le fabricant de son utilisation. Donc, la classe 1 étant celle des DM présentant le risque le plus faible et la classe 4, celle représentant le risque le plus élevé. Il y a les éléments potentiels de transmission d'infection et comment les contrer, puis aussi les limites du retraitement en lien avec la contamination par prion. Donc, les éléments à tenir compte lors d'achat et d'évaluation d'un dispositif réutilisable. Donc, il y a tous les obstacles qui sont potentiels à une décision d'achat. Donc, si j'ai acheté des DM ayant des composantes pointues ou tranchantes, des DM munis de lumière longue ou étroite, ou tous les DM ayant des caractéristiques les rendant difficiles à nettoyer. Donc, on doit se positionner avant de faire l'achat. Au niveau des instructions du fabricant, ce que doit exiger ces instructions-là. Donc, on sait que depuis janvier 2012, Santé Canada a émis une ligne directrice qui demande à tous les fabricants des DM réutilisables de joindre à leurs produits des renseignements qui sont adéquats sur le retraitement. Donc, notamment les instructions détaillées concernant le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Donc, si lorsqu'on achète et qu'on ne reçoit pas cette documentation-là, ces instructions-là, on doit le signaler à Santé Canada et il y a un formulaire qui est prévu à cet effet-là, qui est le FRM-0317. Donc, ce formulaire-là sert aussi pour dénoncer toute défaillance d'un DM ou d'un appareil. Donc, on doit, pour tout événement indésirable associé à l'utilisation d'un DM ou d'un appareil, doit être signalé au fabricant et à Santé Canada. Donc, c'est dans l'obligation au niveau de l'établissement. On a les avis et les alertes qui doivent aussi rentrer en ligne lorsqu'on achète. Donc, qui doit s'en charger, à qui ça doit être fait. La conservation de cette documentation-là, donc, que doit conserver, comment, est-ce qu'on doit le conserver sous forme papier, en format électronique, c'est très important. Les DM empruntés, donc l'établissement doit établir des politiques et procédures claires concernant la réception, le retraitement, la mise en circulation, l'expédition et le transport de ces derniers. On vous a présenté les responsabilités de l'organisation expéditrice, donc par exemple le fabricant, le distributeur, ainsi que celle de l'établissement receveur. Il y a un modèle de liste qui a des éléments à surveiller lors de la réception d'un DM emprunté est proposé à l'annexe 3 du document. Puis au prochain webinaire, il y aura une mise en situation clinique concernant les DM empruntés. Donc, pour tout achat, il faut toujours s'assurer d'avoir en possession les instructions du fabricant, le mode d'emploi, le mode d'utilisation du DM ou de l'appareil. Si on ne l'a pas, on est dans l'obligation d'aviser Santé Canada et suite à, lorsqu'on les reçoit, on doit les lire, on doit établir nos politiques, procédures attachées à ça et former notre personnel et par la suite le mettre en mise en circulation. Donc, c'est important d'avoir des politiques qui nous disent combien de temps qu'on se dispose que lorsqu'on a un nouveau produit à mettre en place. Le chapitre 8, le MMUU, donc on vous présente la position ministérielle qui a été mise en 2009. Donc, le ministère demandait que les établissements cessent de procéder eux-mêmes au retraitement du MMU critique ou semi-critique
que les établissements souhaitant réutiliser le MMUU confient le retraitement à des entreprises qui sont officiellement reconnues par un organisme de contrôle, par exemple la FDA, et dont le produit final est conforme aux normes et exigences s'appliquant aux fabricants de tout MMUU. Donc, le chapitre 9, c'est les politiques et procédures. Donc, leur importance de mettre des politiques et procédures, de s'assurer que les pratiques et services sont exécutés de façon uniforme. Puis ça permet aussi aux employés de bien comprendre ce qu'on attend d'eux. À la fois, ça règle aussi des conflits, des fois, qui peuvent être réglés en déterminant si les politiques et les procédures ont été observées ou non. Puis, ça permet d'avoir aussi des plans qui sont mis en place en cas d'urgence. Puis, ça donne aussi aux clients qui reçoivent un service qui est uniforme et sécuritaire, ce qui contribue à rehausser leur satisfaction. Donc, ça permet de prouver que votre service impose aux employés des exigences rigoureuses, ce qui, au bout en ligne, permet de protéger l'établissement contre les erreurs et les usagers contre les risques. Donc, les termes incontournables qu'on devrait retrouver dans les politiques procédures, c'est les responsabilités de chacun, la formation et l'évaluation, les mesures en PCI et en santé et sécurité au travail, la description détaillée de chacune des étapes du processus du RDM, donc à partir de son utilisation auprès de l'usager jusqu'à son entreposage final, puis les plans de relève. Donc, la deuxième thématique, après les assises, les exigences humaines, environnementales et matérielles en lien avec le RDM. Donc, ces exigences sont aussi valables pour le personnel des sites satellites de RDM. Donc, peu importe qu'on soit, je vous dirais, qu'on se retrouve à l'URDM ou dans des services satellites, les gens devraient être formés de la même façon. Donc, puis on devrait toujours avoir ce personnel de supervision et le personnel du RDM doit démontrer vraiment une compétence en matière du retraitement. Puis, entre autres, d'avoir vraiment une attitude qui est accordée d'une grande importance au niveau de la qualité du produit final. Donc, l'établissement aussi doit former son personnel lors de l'embauche, par la suite au moins une fois par année pour la formation continue. Au moment de nouveaux achats de DM ou d'appareils de retraitement ou lorsque une modification de processus est approuvée. Donc, l'établissement doit aussi également s'assurer que les compétences de son personnel fassent l'objet d'une vérification annuelle. Donc, cette vérification-là peut, par exemple, prendre sous la forme d'un audit sur une procédure de travail déterminée ou sous forme de rencontre individuelle. Donc, qu'est-ce que ce soit dans un contexte de construction, de rénovation ou tout simplement d'amélioration, on a les exigences au niveau de l'environnement de l'URDM. Donc, qu'on se retrouve dans un URDM qu'on fonctionne seulement 2 heures, qu'on effectue du travail pour 2 heures ou 24 heures, l'aménagement des espaces doit être les mêmes. Donc, on s'attend toujours à avoir 3 secteurs, le secteur souillé, le secteur propre et le local d'entreposage. Donc, dans les exigences environnementales, au niveau de l'aménagement des espaces, on demande d'avoir de la fonctionnalité, donc c'est-à-dire de favoriser un endroit centralisé, d'optimiser le rangement de façon à réduire aussi l'encadrement des surfaces de travail, prévoir suffisamment d'espace pour faciliter la maintenance des équipements, concevoir des espaces qui sont adaptables aux changements technologiques. Au niveau du confort et ambiance, optimiser la part d'éclairage naturel, réduire le plus possible l'inconfort physique, parce que bon, c'est des gens qui travaillent beaucoup au niveau de la station, d'un travail prolongé en station debout, puis ils font beaucoup de manipulations de charges lourdes. Au niveau de la prévention des contrôles des infections, favoriser la marche unidirectionnelle du retraitement, favoriser aussi au niveau de prévoir l'arrivée des liens verticaux, éviter les DM contaminés, de même que le personnel qui
croisent les DM propres ou stériles, encadrer et appliquer les mesures qui sont requises lors de circulation du personnel du secteur contaminé au secteur propre ou stérile ou inversement. Donc, prévoir tous les contrôles de la circulation du personnel externe à l'URDM, assurer la séparation de les zones propres et stériles et les zones contaminées qui soient clairement établies, définies. Donc, de s'assurer que l'espace soit suffisant et adapté pour le matériel et les solutions de retraitement et faciliter l'accès aux installations pour l'hygiène des mains. Au niveau de sécurité, d'isoler les fonctions pouvant représenter un risque pour le personnel, par exemple l'oxyde d'éthylène. Au niveau de la qualité de l'air, les locaux de l'URDM devraient être adéquatement ventilés. Donc, pour la zone de décontamination, on devrait avoir une pression négative, un minimum de 10 changements d'air par heure. La température ambiante doit être entre 18 et 20 degrés Celsius et le taux d'humidité entre 40 et 50. Au niveau pour la zone propre, on doit avoir une pression positive, un minimum de changement d'air par heure. La température ambiante doit être entre 18 et 23 et le taux d'humidité entre 30 et 60 d'humidité. L'entreposage du matériel stérile doit être en pression positive, un minimum de 4 changements d'air par heure. Il n'y a aucune exigence par rapport au niveau des changements d'air frais par heure. La température ambiante doit être entre 20 et 23 degrés Celsius et le taux d'humidité entre 30 et 60 La température et l'humidité devraient être mesurées et consignées au moins une fois par jour. Puis concernant les mesures en lien avec les excès d'humidité, elles seront abordées au prochain webinaire en mise de situation clinique. Donc, ces exigences sont aussi valables pour les sites satellites de retraitement. Donc, de plus, concernant la surveillance pour l'oxyde d'éthylène, des capteurs doivent être installés afin d'avertir le personnel en présence d'excès d'oxyde d'éthylène. On est trop, on est comme sauté. Donc, la qualité d'eau employée pour le retraitement doit se conformer aux instructions du fabricant des DM, des appareils de lavage mécanique et des détergents. Donc, il faut s'assurer que la qualité au niveau de l'eau, donc il faut connaître la dureté de l'eau de notre établissement, donc parce qu'elle varie selon les lieux géographiques. L'établissement doit aussi connaître la qualité microbiologique de l'eau, puis veiller aussi à la mesurer régulièrement, donc on suggère une fois par année. Les températures, donc on dit au moment du nettoyage, du pré-nettoyage des dispositifs médicaux, donc on devrait utiliser une eau tiède, donc entre 20 et 40 degrés Celsius. Donc, si on la prend trop chaude, bien, ça va dénaturer les protéines, puis ça rend plus difficile le nettoyage. Pour le nettoyage des dispositifs médicaux, bien, souvent, lorsqu'on l'a au niveau mécanique, donc on va s'assurer d'avoir une eau chaude qui va être entre 60 et 80 degrés Celsius. Donc, il ne faut pas oublier de consulter les fabricants des DM, des appareils de lavage et des détergents afin de connaître leurs exigences. Il y a les appareils de lavage mécanisés, donc qui doivent être munis de mécanismes qui permettent de mesurer, de maintenir la température de l'eau à l'intérieur de l'appareil durant son fonctionnement. Il y a certains URDM qui ont des systèmes de purification d'eau, donc il est parfois nécessaire d'obtenir aussi la qualité d'eau recherchée en lien avec le processus de retraitement. Donc, je vous réfère au tableau 3 dans le document à la page 63 qui indique les limites types de contaminants
de l'eau, donc c'est-à-dire les catégories de l'eau recommandée pour le retraitement, donc à chaque étape du retraitement, ainsi que les caractéristiques associées pour chaque catégorie. Concernant l'hygiène et salubrité dans les URDM, la fréquence et le nettoyage sont recommandés. Pour le chapitre 12, il s'agit d'une exigence humaine autant qu'environnementale. Donc, c'est les pratiques de base qui sont toujours dans le contexte de RDM. Donc, se regroupent sous les thèmes suivants. Donc, l'hygiène des mains, qui représente la pierre angulaire de la PCI. Pour protéger l'intégrité du matériel propre et stérile, bon, toute personne qui présentant des symptômes plutôt d'infection respiratoire doit porter un masque et effectuer fréquemment une hygiène des mains. Le vêtement de chirurgie, soit la blouse et le pantalon, doit être porté comme vêtement de base à l'URDM. Le personnel de la zone de décontamination devrait toujours porter l'équipement de protection pour effectuer les tâches qui sont demandées. Donc, au niveau de ces équipements-là, c'est que ça doit comprendre la part de gants, donc assez long pour couvrir les poignets et le dessus des avant-bras. Avoir aussi de porter une blouse de protection, donc avoir une protection imperméable sur le devant avec des manches longues et des poignets qui sont ajustés, ainsi que le port d'un masque et de protection oculaire. Donc, ça permet aussi de prévenir l'exposition aux produits qui sont chimiques qui sont utilisés, tels que les solutions détergentes, les solutions désinfectantes. Puis aussi, ça permet de prévenir tout le contact avec les éclaboussures accidentelles qui sont conformément aux pratiques de base. Donc, je vous réfère encore à l'annexe 7 où on retrouve l'ordre prévu d'enfilement et de retrait de toutes les pièces d'IPI. Donc, ces IPI doivent être enfilés avant d'entrer dans la zone de décontamination, dans un espace prévu, et doit être retiré avant de sortir de cette zone-là. Donc, de cette façon-là. Les pratiques de travail doivent être optimisées de façon à réduire au minimum les éclaboussures et la génération d'aérosols. Les pratiques de travail doivent être aussi sécuritaires pour la manipulation des objets piquants ou tranchants. La prévention aussi de l'exposition à l'oxyde d'éthylène. Donc, il faut s'assurer que les employés affectés à ce secteur-là de stérilisation maîtrisent les connaissances liées au risque, à la manipulation sécuritaire, ainsi que l'emplacement des systèmes d'avertisseurs. Puis avoir des plans d'urgence documentés pour la gestion des déversements de substances dangereuses. Ces plans-là doivent être facilement accessibles et connus des équipes. Donc, le processus au niveau du retraitement requiert différents types d'appareils, donc soit les agents stérilisants qui sont reconnus disponibles sur le marché. On retrouve les appareils stérilisateurs, donc les stérilisateurs à la vapeur, qui est la méthode de choix dans les établissements de santé. Donc, ils sont conçus pour stériliser tous les DM réutilisables, thermostables et hydrostables. On retrouve aussi les procédés de stérilisation à basse température pour les DM thermosensibles et hydrosensibles. Donc, on retrouve le stérilisateur à l'oxyde d'éthylène, qui est un processus qui est utilisé depuis les années 50. On retrouve aussi le stérilisateur au peroxyde d'hydrogène qui est arrivé sur le marché nord-américain au début des années 90. Il y a aussi le stérilisateur à l'ozone qui est arrivé au début des années 2000. Et le tout dernier, le nouveau, qui est le stérilisateur à l'ozone et au peroxyde d'hydrogène, qui est le pyrozone. On retrouve d'ailleurs aussi le stérilisateur à l'acide paracétique qui a été introduit au cours des années 90 afin d'assurer une stérilisation rapide des endoscopes qui étaient critiques. Donc, ça consiste vraiment à immerger le DM dans une substance chimique liquide dont l'acide paracétique à usage unique.
Vous avez aussi soit les types d'appareils de lavage mécaniques qui sont disponibles et leurs avantages et les limites. Donc, on retrouve les appareils de lavage mécaniques qui sont les appareils laveurs désinfecteurs, les appareils laveurs pasteurisateurs, les appareils laveurs aseptiseurs. Donc, par exemple, certains appareils de lavage de bassines hygiéniques et les appareils de nettoyage ultrasonique. Et vous avez les caractéristiques des séchoirs, donc les usages pour certaines catégories de DM, la localisation, et finalement les exigences en matière d'entretien et d'assurance de qualité de ces appareils. Donc, le chapitre 14, donc tout ce qui peut faire obstacle aux exigences humaines, environnementales et matérielles. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer au niveau de l'efficacité du retraitement. Donc, il y a la propreté du DM. Donc, si j'ai de la présence de fissures, de charnières, de serpentins, d'articulations, de crevasses qui rendent le nettoyage plus difficile, la présence de bandes d'éducation collantes sur les DM, ou aussi dans les plateaux, hein, par exemple, les pitoches qui sont mis dans les plateaux, qui sont non conformes, que souvent on retrouve ces plateaux-là qui sont tapissés, on devrait tous les enlever et de ne pas, lorsqu'on les reçoit du fabricant, de demander avant qu'il nous l'envoie, qu'il ne soit pas, qu'il soit enlevé avant la réception. Si tout le monde ferait ça, bien, on ferait plus dans les normes. Parce que souvent, quand il y a juste une personne qui le fait, bien, la personne se fait regarder en voulant dire d'où tu sors. Mais les normes le disent très bien qu'on ne devrait pas avoir ces présences de bandes d'identification-là collantes. Les actions aussi mécaniques sont insuffisantes ou absentes lors de nettoyage. La présence d'une lumière sur un DM à nettoyer, puis le temps de trempage qui est insuffisant ou le trempage qui a été retardé. On regarde aussi les facteurs qui peuvent influencer l'efficacité du retraitement, c'est les produits de retraitement utilisés, donc toute l'utilisation des produits qui sont non validés, les solutions détergentes utilisées non compatibles avec la dureté de l'eau, les rinçages qui sont inadéquats, les dates de péremption des produits qui sont dépassées, les conditions d'entreposage des produits sont non adéquates. On regarde aussi les conditions au niveau environnement, donc tous les facteurs qui peuvent, donc la température et l'humidité ambiante qui est non contrôlée, la ventilation qui est non contrôlée, toute la circulation du personnel non adéquate entre les zones de retraitement et la présence de travaux de rénovation à proximité de l'URDM avec des failles dans la mesure de protection. On a aussi les composantes mécaniques du DM, donc toute l'utilisation de marquages inadéquats, par exemple le burinage, au lieu d'utiliser des marquages qui sont recommandés soit par micropercussion ou par laser. Les autres facteurs humains, qui sont souvent au niveau de la présence du personnel qui sont moins expérimentés, la cadence du travail qui est parfois accélérée, pouvant favoriser les erreurs, le non-respect de la chronologie des étapes de retraitement, la pression qui est exercée sur les employés de l'URDM due à des différentes situations imprévues ou urgences qui surviennent dans les blocs opératoires. Donc, voyons maintenant la troisième grande thématique, soit le processus de retraitement. Donc, je vais citer les étapes selon l'ordre chronologique, même si vous les connaissez. Donc, le RDM est un processus détaillé complexe. Il y a 12 étapes qui ont été identifiées. Donc, le processus doit débuter le plus tôt possible, c'est-à-dire pendant l'intervention auprès de l'usager. Donc, pendant cette intervention-là, on doit éliminer les traces évidentes de souillure, rincer immédiatement avec de l'eau stérile les DM avec lumière, mettre à part les DM défectués et assurer le cheminement de cette information-là. À la fin de l'intervention, on doit tout retirer les objets pointus ou tranchants à usage unique, mettre à part les objets délicats, mettre à part les DM non immersibles, placer les DM lourds au fond du plateau, déposer les DM dans une solution trempage, soit de l'eau et un détergent enzymatique,
si les conditions environnementales le permettent, on doit si on a une présence d'un local qui est adjacent, donc on peut faire le pré-nettoyage à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on va les envoyer, on doit enlever cette solution-là, les rincer avant le transport, ou sinon, si on ne peut pas se permettre d'avoir une présence d'un local, on doit au moins conserver les DM humides lors du transport, donc soit au moyen d'une serviette imbibée d'eau, ou encore au moyen de produits spécialement conçus à cet effet, donc les mousses, les gels ou les vaporisateurs, s'il s'avère impossible d'utiliser une solution de trempage. Donc, on doit éviter en tout temps l'utilisation d'une solution saline sur les DM. Donc, les DM doivent être transportés jusqu'à leur lieu de retraitement, toujours en s'assurant de ne pas contaminer l'environnement et non pas mettre le personnel à risque. Donc, pour le secteur souillé, donc de l'URDM, donc on doit faire toute la réception et le tri, le démontage des dispositifs médicaux. On doit faire le trempage, donc si on n'a pas pu le faire au niveau de l'unité de l'utilisateur, on doit le faire au niveau de l'URDM. Et on doit faire le nettoyage qui est manuel ou mécanique. Donc, tous les dispositifs qui peuvent être immersibles vont aller au niveau mécanique, ou tous les dispositifs qui sont non immersibles, par exemple les moteurs, vont être mis au manuel. Ou des fois, on peut faire une action manuelle avant de l'introduire au niveau mécanique. Si on regarde tous les dispositifs avec lumière, souvent on va les passer à l'ultrason avant de les mettre au niveau du laveur désinfectant. Donc, il est important d'avoir les critères de sélection des produits de nettoyage. Donc, il faut souvent tenir compte au niveau des instructions des fabricants des appareils de nettoyage, les instructions des fabricants détergents, les instructions du fabricant des DM, puis la qualité de l'eau. Donc, au niveau du trempage, lorsqu'on parle de trempage, on dit que tous les DM doivent être complètement immersibles dans une solution d'eau détergente, donc eau et solution enzymatique, avant d'être placés dans un appareil de lavage mécanique ou avant d'effectuer au niveau du nettoyage manuel. Donc, n'oubliez pas que lorsqu'on utilise un nettoyage manuel, il y a toujours les 3 eaux. Donc, on dit toujours la solution détergente avec 2 fois le rinçage. Donc, on peut faire une fois avec un rinçage. Le premier rinçage initial peut être fait avec de l'eau potable, mais le second, le rinçage final doit être toujours fait avec une eau traitée. Donc, toujours au niveau du secteur souillé, donc il y a la désinfection qui doit être faite. Donc, il faut s'assurer, souvent au niveau de nos appareils, nos laveurs désinfectants, ils ont la phase de désinfection. Par la suite, au niveau du rinçage, si manuel ou mécanique, donc de s'assurer le rinçage initial, comme je vous disais, et le rinçage final. Le séchage et l'inspection. Donc, si je dois le faire manuellement, il y a 2 façons. Soit avec un linge doux sans ou la comprimée de type médical. Et s'il y a certaines composantes des DM qui doivent avoir une lubrification, bien, il faut toujours s'assurer que cette lubrification-là est compatible avec le DM, avec le nettoyage que je veux faire, avec l'étape du nettoyage, la désinfection et le procédé de stérilisation. Donc, il faut suivre les instructions du fabricant. Concernant au niveau du secteur propre, donc on doit toujours s'assurer que le bon fonctionnement du DM, donc vérifier leur propreté, détecter tout dommage potentiel, donc qui est pour l'inspection. Donc les étapes qui doivent être respectées, c'est qu'on doit vérifier pour chacun des DM l'état des charnières et des joints, l'alignement des mâchoires, des dents, l'alignement et le fonctionnement des crémaillères, le bon affûtage des tranchants, toutes les surfaces de DM pour détecter les signes d'usure, de corrosion, d'écaillement, de bosselure, de perte de fini ou de dommages. Donc, c'est
ce dispositif-là devrait être retiré de la circulation, s'assurer que le DM est complètement fonctionnel, s'assurer que le DM est propre et ne présente aucune trace de souillure visible. Donc, puis retirer de la circulation toutes DM qui sont brisées ou endommagées. Donc, on doit remonter aussi notre plateau ou notre dispositif selon les instructions du fabricant. Donc, il est important d'avoir reçu, lorsque j'ai fait l'acquisition, d'avoir les photos détaillées pour savoir comment je dois démonter et remonter ce matériel-là. Et j'assemble tout mon plateau. Concernant au niveau de l'emballage, il y a toute la description des matériaux d'emballage et leurs critères de sélection. Donc, il y a 3 types d'emballage qui sont disponibles pour les DM. Donc, on peut avoir des enveloppes d'emballage qui sont réutilisables ou à usage unique, les pochettes de stérilisation et les contenants rigides. Donc, quel que soit le type de matériau ou le système utilisé pour emballer, il faut toujours s'assurer de permettre la pénétration et l'évacuation de l'agent stérilisant. Donc, toujours une barrière pour les micro-organismes, les poussières et la vermine, que ce soit resté stable dans les conditions de stérilisation, être assez robuste pour résister à la manutention qui est normale, puis permettre de retirer les DM stérilisés de la bonne technique d'asepsie. Donc, au niveau de la stérilisation, inspection, chargement et déchargement et validation, donc là aussi, il y a tous les principes. Je ne me retarderai pas parce qu'on va au prochain webinaire, on va le présenter au niveau de tout ce qui est au niveau de le programme d'assurance qualité et on va venir en parler. Donc, il faut toujours s'assurer qu'on ait nos procédures et que nos gens sont formés pour le chargement, déchargement et la validation de toutes nos charges de stérilisation. Donc, on doit faire l'inspection et la traçabilité. On doit aussi faire, par rapport à ça, donc, de m'assurer que ce chargement-là d'utilisateur correspond au niveau des normes qui sont reconnues au niveau de l'APN, aussi des fabricants de l'appareil. Donc, pour ça, et de tout ce que lorsque j'ai à le partir aussi, de m'assurer que tout au niveau de la validation doit être correspondre par rapport à ça. Donc, la même chose au niveau du déchargement du stérilisateur, toutes les étapes qui sont rattachées à ça doivent être bien faites aussi. Donc, jusqu'à temps où on fait le transfert vers le lieu d'entreposage. Donc, au niveau du secteur stérile, donc tout ce qui est l'entreposage, donc toutes les conditions au niveau d'entreposage que je dois maintenir, que ce que je vous ai donné, avec toutes les conditions au niveau de mon rangement, donc d'avoir les étagères, avoir un hôtel qui est fermé, par rapport à ça, avoir au niveau de rester au niveau de mes habitats, donc au niveau de la hauteur des toits rangés. Donc, autant au niveau plancher que plafond. Et toute la manipulation du matériel stérile et en retour à l'utilisation. Donc, dans le chapitre 16, c'est toute la stérilisation rapide. Donc, on insiste finalement sur le fait qu'une stérilisation rapide constitue un accident au sens de la gestion des risques et qu'un formulaire AH223 doit être rempli. Donc, conformément à la norme du groupe CSA, la ZEB 314.3-009, donc qui était à cette époque-là. Il y en a une qui vient juste de sortir, la 14, qui est encore en publication anglaise. Donc, la stérilisation efficace à la vapeur dans les établissements de santé. Donc, bien que ce procédé de stérilisation rapide puisse être identique à celui de la stérilisation régulière, il y a des précautions qui doivent être prises avant et après cette opération
sont forcément diminuées, compte tenu du produit final doit être généralement livré dans le plus bref délai pour une stérilisation immédiate. Donc, par conséquent, toutes les mesures doivent être prises par un établissement afin d'assurer que ce procédé de stérilisation ne soit utilisé qu'en cas absolu de nécessité, ce qui assure que tous les usagers bénéficient du même niveau de qualité de soins. Donc, on vous explique toutes les exigences générales à la localisation de la stérilisation rapide, les étapes de retraitement lors d'une stérilisation rapide, lesquelles qui doivent être là, et le contrôle de la qualité et continuation des produits. Et enfin, la dernière thématique, soit le contrôle et assurance de la qualité. Donc, l'assurance de la qualité, on retrouve qui désigne le système intégré d'essais, de contrôle et de mode opératoire désigné à garantir que les DM retraités sont stériles lorsqu'ils sont utilisés. Donc, toute l'assurance de la stérilité est une obligation de tous les établissements de santé. Donc, on a toute la qualification au niveau de l'installation. Donc, lorsque le fabricant ou l'installateur vient, quelles sont les règles qu'il doit suivre au niveau de toute la qualification et la requalification opérationnelle. Donc, par rapport au niveau des procédés d'essai avec un indicateur chimique et un indicateur biologique selon le procédé de stérilisation. Tous les procédés d'essai de détection d'air qui est pour la stérilisation à la vapeur et les critères de réussite de qualification ou de requalification. Donc, on va les voir au prochain webinaire. Donc, on retrouve aussi toute la qualification de rendement. Donc, je dois faire une qualification du rendement des produits. Donc, chaque produit que je stérilise, je dois m'assurer que l'agent stérilisant a bien pénétré à l'intérieur. Donc, je dois faire des essais, des contrôles biologiques et je dois aussi faire la qualification du rendement des charges. Donc, je dois m'assurer que j'ai toujours ma charge qui est homogène et que je respecte par rapport au niveau de placement du chargement, au niveau de l'endroit où je dépose soit mes pochettes, mes plateaux, et tous les critères de réussite d'une qualification de rendement. Donc, par la suite aussi, on a la surveillance régulière de la qualité de la stérilisation, donc tous mes paramètres de surveillance, donc tous les paramètres que je dois vérifier lorsque mon cycle est terminé. Donc, si je regarde au niveau de la vapeur, je dois m'assurer que la température, mon temps d'exposition et ma pression étaient corrects et mon cycle, le temps que le cycle a pris aussi. Au niveau de l'indicateur chimique, je dois avoir, pour chacun des charges, je dois en avoir un qui est au niveau interne, un au niveau externe. Donc, celui externe, c'est pour me montrer les DM qui ont été exposés et ceux qui n'ont pas été exposés. Et les indicateurs chimiques internes me prouvent comme de quoi que l'agent stérilisant a bien pénétré à l'intérieur. Les indicateurs biologiques aussi, qui est mon contrôle biologique par rapport à mes charges de stérilisation. Donc, on va revoir la semaine prochaine toutes les fréquences qui sont rattachées pour chacun des procédés de stérilisation. Donc, il y a aussi les surveillances de cycles prolongés. Donc, lorsque j'ai des cycles qui sont en dehors de mes cycles standards, qui sont reconnus pour mes indicateurs biologiques, donc de quelle façon que je dois évaluer mon plateau s'il est conforme au niveau du procédé. Donc, on va vous expliquer ça la semaine prochaine. Et là, toute la confirmation au niveau des modes opératoires et des résultats des essais de l'assurance de la stérilité. Donc, l'étiquette de contrôle de la charge qui doit être apposée à chaque dispositif pour chaque charge. Le contenu de la charge de stérilisation et les dossiers des opérations. Donc, on va revoir ça. Au niveau du graphique d'enregistrement des imprimés ou sous forme électronique, je dois le garder, et tous les registres de stérilité. Donc, le temps de conservation qui est recommandé, c'est 10 ans. Donc, on doit le conserver 1 an à l'intérieur et on peut faire
aussi avec toutes les interprétations et les actions en cas d'échec d'un indicateur chimique, qu'est-ce qu'on va faire, donc dans nos investigations. L'interprétation aussi des actions en cas d'échec de l'indicateur biologique ou de détection d'air. Donc, on sait on doit être capable, le personnel, de les interpréter pour bien aviser que lorsqu'on a des valeurs anormales, et le rappel de matériel stérile à risque. Trouver une description aussi sommaire des méthodes qui sont inacceptables de stérilisation, ainsi que les raisons de leur non-conformité. Donc, pour l'eau bouillante, le rayon ultraviolet, les stérilisateurs à billes de verre, à micro. Dans le chapitre 19, sur la gestion des stocks, on retrouve la notion de stérilité reliée aux événements et non au temps. Donc, on décrit l'encadrement nécessaire pour bien gérer ce concept-là. Dans le chapitre 9, tout le programme d'assurance qualité, donc il y a 4 grands éléments. Donc, la qualification au niveau responsabilité de chacun. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend comme qualification requise pour les employés de supervision, pour les employés de retraitement? C'est quoi la description des fonctions générales en lien avec le retraitement? C'est la description des fonctions détaillées de chacun des postes de travail impliquant le RDM. Les descriptions qui sont détaillées des liens hiérarchiques et fonctionnels en place dans une RDM, ainsi que tous les sites, parce que, bon, étant donné que dans ces sites-là, le responsable de l'URDM a de regard il a le devoir aussi de s'assurer que ce personnel-là a les compétences pour le faire. On regarde au niveau de l'élaboration et la révision régulière des politiques procédures, donc toute la prise en charge de l'élaboration de cette révision-là. La disponibilité aussi des procédures écrites pour chacun des procédés de production ou de prestation de services qui sont adoptés par l'URDM ou les sites de retraitement. La description de tous les dates de consignation, d'approbation et de revue de ces procédures-là. La révision aussi, la mise à jour des procédures à intervalles précis. Donc, la période écoulée entre 2 revues ne doit jamais dépasser 3 ans. Puis la mise à jour immédiate d'une procédure dans les circonstances, une erreur ou un événement indésirable qui est associé à une procédure, ou tout changement porté aux normes existantes ou aux exigences du milieu, ou le résultat d'audit démontrant la nécessité d'une mise à jour. Donc, c'est là ce qu'on fait notre revision de ces procédures-là. Les mesures mises en place pour contrôler les procédés qui garantissent le respect des procédures. Bon, bien, toutes les enquêtes et évaluations assurées lors des cas, d'erreurs ou d'accidents constatés en lien avec le retraitement ou l'exécution d'une procédure établie. Les audits exécutés par le personnel de supervision, par le membre du personnel désigné en RDM. Les analyses qui sont recommandées, la mise en place des mesures correctives qui sont efficaces à la suite de résultats des audits. Les audits réalisés qui sont faits par le répondant dans le but de mesurer le progrès réalisé et aussi de cerner les aspects nécessitant des améliorations. Donc, toutes les mesures qui sont définies et en vigueur, assurant l'entretien préventif de tous les équipements, les appareils qui sont en place au RDM, à l'URDM. Donc, on retrouve aussi dans le 4e élément qui est les mesures qui favorisant l'amélioration continue de tout ce qui entoure le retraitement des dispositifs médicaux, donc l'assurance du programme structuré de formation à l'embauche, donc de tout nouveau membre du personnel, l'assurance du programme de formation continue, qui est au moins planifié une fois à l'année. L'assurance d'un programme de formation peut être élaboré, diffusé rapidement lorsque survient un accident ou un incident. Une évaluation régulière sur une base annuelle de la compétence de chacun des employés affectés au RDM. La collaboration étroite avec les différents représentants des services experts de SCO. Ça fait le tour pour le chapitre. C'est dans ton petit bureau tranquille. Nous autres aussi, c'est plus tranquille ici. C'est pas mal.
encore 3 jours qui peuvent la réserver. Là, je pense que ça doit être son Les contrat. références, les normes, la publication, demandé juste les dernier. instances. Je m'excuse, allô? Oui. Il y a des gens qui sont pas sur mute, puis c'est très désagréable pour les autres qui essaient de comprendre quand on entend difficilement. Fait que peut-être que les gens pourraient faire étoile 6, s'il vous plaît. Merci. 3 fois, je fais. Je courais. On s'aurait entendu. Ben ouais, on s'entendrait, j'imagine. Excusez-moi tout le monde, étoile 6, effectivement, s'il vous plaît. Même si vous l'avez déjà fait, on vous remerciera de le refaire, étoile 6, merci. Donc, les annexes sont des outils qui favorisent et facilitant l'application du document. Donc, elles sont au nombre de 16. Donc, on retrouve toutes les fiches complémentaires au devis d'appel d'offres pour les solutions de retraitement. Donc, les appareils de retraitement, le rôle et fonction du professionnel en RDM, les éléments contrôlés lors de la réception RDM emprunté et récipient, un modèle de canevas de procédure, l'illustration de l'hygiène des mains. On retrouve également l'enfilement et le retrait des épis, le tableau explicatif au niveau des illustrations, l'emballage et les procédés d'essai, le modèle de registre de stérilisation rapide, la démarche rappel, le modèle de rappel de rapport. Nous avons l'impression que c'est table de matière du document. Excusez-moi, c'est vraiment désagréable. Pour terminer, s'il vous plaît, étoile 6, on entend toutes les conversations, merci. Ouais, plate, là, c'est incroyable. Donc, la force du... C'est réfléchi. Donc, le groupe de consultation comprend entre autres Les gens qui disent sont d'accord, donc, on avait un représentant commentaire-là. on avait des stars, des ingénieurs qui nous ont particulièrement aidés pour la section au niveau des exigences de la qualité de l'air et de la qualification de l'installation d'un stérilisateur, la compréhension de certains normes en lien avec ces éléments cités. On a fait 4 réunions et une conférence téléphonique pour les correctifs. Ils sont tous en conférence. Joanne, donc, nous pouvons vous assurer que, compte tenu de toute la qualité et la pertinence des commentaires qui ont été émis par les personnes agissant comme validateurs au fait de lecture exhaustive du document, donc, vous voyez qu'on a plusieurs associations au recrutement qui ont eu les commentaires suite à l'élaboration de ce document-là. Donc, pour terminer, le retraitement a longtemps été perçu comme une spécialité purement technique et en retrait des autres pratiques en milieu de soins. Toutefois, les risques associés au processus de retraitement sont réels mais évitables. Donc, le RDM est une pratique qui a une influence directe sur la qualité des soins. Il doit trouver sa juste place dans toute la planification de gestion des risques ou de prévention d'infection. Donc, pour la prochaine formation, qui est prévue le 4 décembre, donc à même heure, donc on va faire des mises en situation, on va revoir tout le programme d'assurance qualité et on va répondre aussi à vos questions. Donc, cette séance, je serai accompagnée, elle sera animée par Joanne Dionne et moi, cette séance-là. Et vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse suivante. Donc, vous avez jusqu'à vendredi le 28 novembre pour les envoyer. Comme ça, nous, on va pouvoir monter notre deuxième séance. Ça reste pas qu'elle t'a dit tantôt, là.